Et si je vous disais qu'un mendigo dans les rues de Lyon offrait chaque jour du pain qui n'existait pas, et que personne ne comprenait pourquoi? Imaginez un homme qui tend ses mains vides en murmurant « Bon appétit », rejeté par tous, jusqu'à ce qu'une petite fille accepte son geste invisible et découvre un secret déchirant qui changera toute une famille. Avant de découvrir ce qui s'est vraiment passé, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ignoré quelqu'un dans la rue sans connaître son histoire? Si cette question vous touche, laissez un like pour honorer ceux qu'on ne voit plus. Abonnez-vous, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre façon de voir les gens autour de vous. Maintenant, commençons par le début de cette histoire extraordinaire. Le ciel de Lyon était d'un gris métallique ce matin-là, comme si la ville entière retenait son souffle. Les pavés de la rue Mercière brillaient encore de la pluie nocturne, et l'odeur du pain chaud s'échappait de la boulangerie Rousseau comme une promesse quotidienne de réconfort. C'était l'heure où la ville s'éveillait lentement, où les volets s'ouvraient un à un, où les premiers clients venaient chercher leurs croissants dorés et leurs baguettes croustillantes. Marcel Rousseau était un homme imposant, aux mains larges et fortes, marqué par 40 années de pétrissage. Sa boulangerie était une institution dans le quartier. On venait de loin pour ses pains aux noix, ses brioches moelleuses, ses tartes aux fruits qui semblaient capturer l'essence même de chaque saison. Il était fier, Marcel. Fier de son travail, fier de sa réputation, fier de pouvoir subvenir largement aux besoins de sa famille. Sa femme Élise tenait le comptoir avec élégance, et leur fille unique, Amélie, âgée de 12 ans, aidait après l'école, arrangeant les pâtisseries dans la vitrine avec un soin méticuleux. Mais chaque matin, en ouvrant sa boutique, Marcel devait affronter la même présence inconfortable. À exactement 20 mètres de sa porte, assis sur le même bout de carton usé, il y avait cet homme. Un mendiant, vêtu de couches de vêtements sombres et rapiécés, avec une barbe grisonnante qui mangeait la moitié de son visage, et des yeux étrangement lumineux malgré la crasse et la fatigue. Ce qui dérangeait le plus Marcel, ce n'était pas simplement sa présence, c'était son geste. Chaque jour, à chaque passant, l'homme tendait sa main vide, paume ouverte vers le ciel, et murmurait avec un sourire déconcertant « Bon appétit !» Puis il mimait le geste de rompre un pain invisible, d'en offrir une moitié imaginaire à celui qui passait. Les gens l'évitaient. Certains accéléraient le pas, d'autres détournèrent le regard avec gêne. Quelques-uns laissaient tomber une pièce dans son chapeau élimé, mais personne ne s'arrêtait vraiment. Personne ne prenait ce pain invisible. L'homme ne semblait jamais offensé par ses refus. Il continuait patient, comme s'il accomplissait un rituel sacré dont lui seul comprenait le sens. Marcel, lui, sentait une irritation sourde monter chaque fois qu'il le voyait. « Il fait fuir mes clients », se plaignait-il à Élise. « Les gens n'aiment pas voir la misère quand ils viennent acheter du pain. C'est mauvais pour les affaires. » Il avait même songé à appeler la police municipale, mais Élise l'en avait dissuadé. « Il ne fait de mal à personne, Marcel. Laisse-le tranquille. » Ce matin-là était un mercredi. Amélie était restée dormir plus longtemps car l'école commençait tard. Vers 9 heures, elle descendit dans la boulangerie, ses cheveux châtains encore emmêlés, les yeux encore pleins de sommeil. Elle portait son manteau rouge, celui qu'Élise avait cousu l'hiver dernier, et ses bottines montantes légèrement usées. « Papa, je peux apporter des croissants aux pigeons ?» demanda-t-elle avec cette innocence qui désarmait toujours Marcel. « Les pigeons n'ont pas besoin de croissants, ma chérie. Mais prends-en 2 pour toi si tu as faim. » Amélie prit un petit sac en papier, y glissa 3 croissants encore tièdes, et sortit dans la rue fraîche du matin. L'air sentait la pluie récente et le café qui s'échappait du bistrot voisin. Elle aimait ces moments, avant que la rue ne soit trop bruyante, quand elle pouvait encore entendre le chant lointain des cloches de la basilique. C'est alors qu'elle le vit. Le mendigo. Elle l'avait aperçu des centaines de fois auparavant, mais toujours à travers la vitrine ou accompagnée de ses parents qui la tiraient doucement pour passer vite. Cette fois, elle était seule. Et pour la première fois, elle s'arrêta vraiment pour le regarder. Il était là, comme toujours, assis sur son carton, adossé au mur froid de l'immeuble. Ses mains reposaient sur ses genoux, paumes tournées vers le ciel.
Il ne demandait rien. Il attendait simplement, avec une patience qui semblait infinie. Quand il vit Amélie s'approcher, son visage s'éclaira d'un sourire qui creusa de profondes rides autour de ses yeux. « Bon appétit, mademoiselle », dit-il doucement, sa voix enrouée mais étrangement chaleureuse. Et il fit son geste. Il mima le fait de tenir un pain entre ses mains noueuses, puis de le rompre en deux avec un mouvement d'une grâce surprenante. Il tendit la moitié invisible vers Amélie, comme s'il lui offrait le trésor le plus précieux du monde. Amélie hésita. Elle regarda la main vide de l'homme, puis son visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la folie, comme elle aurait pu s'y attendre, mais une clarté, une douceur, une invitation silencieuse à participer à quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Alors, sans savoir pourquoi, guidée par une impulsion qu'elle ne pouvait nommer, Amélie tendit sa propre main. Elle fit le geste de prendre le pain imaginaire que l'homme lui offrait. Ses doigts se refermèrent sur le vide, mais quelque chose d'étrange se produisit. Un frisson parcourut son bras. Une chaleur inexplicable. Le visage du mendiant s'illumina. Ses yeux se remplirent de larmes. Il porta sa main à son cœur et inclina légèrement la tête. « Merci, mon enfant, Dieu te bénisse. Merci d'avoir accepté. » Amélie resta figée, troublée par l'intensité de ce moment. Puis, presque sans réfléchir, elle ouvrit son sac en papier et en sortit les 3 croissants. « Tenez, dit-elle simplement, du vrai pain cette fois. » L'homme regarda les croissants comme s'il voyait des joyaux. Ses mains tremblèrent légèrement quand il les prit. Il ne les mangea pas immédiatement. Il les tint contre sa poitrine, les yeux fermés, murmurant quelque chose qu'Amélie ne comprit pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle soudain, sa curiosité d'enfant l'emportant sur toute timidité. « Pourquoi vous offrez du pain qui n'existe pas ?» Le mendiant ouvrit les yeux et la regarda longuement. Puis, d'une voix basse mais claire, il répondit « Parce que c'est tout ce qu'il me reste à donner, petite. Un geste, une intention. Pendant des années, j'ai nourri les gens avec du vrai pain. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Plus de four, plus de farine, plus de toit. Mais je peux encore offrir le geste. Je peux encore partager, même si mes mains sont vides. C'est ma façon de rester humain. » Amélie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Un mélange de tristesse et d'émerveillement. « Vous faisiez du pain ?» demanda-t-elle, incrédule. L'homme hocha la tête lentement, un sourire mélancolique sur les lèvres. « J'étais boulanger, mon enfant, le meilleur de Croix-Rousse, disaient mes clients. Mais c'était il y a longtemps, dans une autre vie. » À ce moment précis, la voix de Marcel tonna depuis la porte de la boulangerie. « Amélie, rentre immédiatement !» La fillette sursauta, regarda une dernière fois le mendiant, puis courut vers son père. Mais quelque chose avait changé en elle. Une graine venait d'être plantée. Une question qu'elle ne pouvait plus ignorer. Qu'est-ce qui définit vraiment la valeur d'une personne ? Derrière elle, le mendiant mordit dans le premier croissant et une larme roula sur sa joue sale, traçant un sillon clair dans la poussière de sa misère. Amélie n'arrivait pas à chasser cette rencontre de son esprit. Toute la journée, pendant qu'elle aidait sa mère à emballer les pains, pendant qu'elle faisait ses devoirs sur la table de la cuisine, pendant qu'elle dînait en famille, elle revoyait ses mains vides s'ouvrir dans l'air, offrant un pain invisible avec la même dignité que son père quand il présentait ses baguettes tout juste sorties du four. « À quoi tu penses, ma chérie ?» demanda Élise, en remarquant le regard lointain de sa fille au-dessus de son assiette de soupe. « Maman, qu'est-ce qui arrive aux gens qui perdent tout ? » « Ils recommencent, s'ils ont du courage, » répondit Élise doucement. « Ou ils demandent de l'aide. Il y a des institutions, des foyers, des associations caritatives, mais s'ils ont honte, s'ils pensent qu'ils ne méritent pas d'aide... » Amélie, coupa Marcel, la voix chargée d'une dureté contenue. « Cet homme dans la rue ne nous regarde pas. Chacun a sa vie, ses choix. Mais papa, il a dit qu'il était boulanger, comme toi. » Un silence lourd s'abattit sur la table. Marcel posa sa fourchette plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Élise échangea un regard inquiet avec son mari. « Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, Amélie. Ça ne les rend pas vraies pour autant.
Mais si c'était vrai, assez. Je ne veux plus en parler. Finis ta soupe et va faire tes devoirs. Amélie obéit en silence, mais la question resta là, brûlante dans sa poitrine, comme une braise cachée sous la cendre. Les jours suivants, elle se mit à observer le mendiant avec une attention nouvelle. Tous les matins, avant l'école, elle inventait une excuse pour sortir de la boulangerie quelques minutes. Elle achetait le journal au kiosque d'à côté, ou portait des restes aux chats du quartier. Mais son véritable but était de passer près de lui, de l'étudier. Elle remarqua des détails qui lui avaient échappé jusque-là. Ses mains, malgré la crasse, avaient une ossature solide, des doigts longs et calleux d'une manière bien particulière. Elle reconnaissait ses marques. Elles étaient identiques à celles de son père, petites cicatrices de brûlure, cales à la base des doigts à force de pétrir la pâte. Il ne demandait jamais d'argent directement. Il ne tendait jamais la main paume ouverte comme le faisaient les autres. Il offrait toujours, jamais il ne quémandait. Et il y avait autre chose. Dans les moments où il croyait que personne ne regardait, l'homme fermait les yeux et faisait travailler ses mains dans le vide comme s'il pétrissait une pâte invisible. Ses doigts bougeaient avec une précision et un rythme impossible à feindre. C'était la mémoire musculaire de décennies de pratique. Un jeudi matin, Amélie prit son courage à deux mains. Elle emporta un morceau de papier et un stylo. Elle s'approcha de lui et, avant de pouvoir reculer, demanda « Comment vous faisiez votre pain? Quelle était votre recette ?» Le mendiant leva les yeux, surpris. L'espace d'un instant, Amélie vit briller quelque chose dans ce regard fatigué. Une étincelle de vie, de but oublié. « Ma recette ?» répéta-t-il, comme si les mots appartenaient à une langue étrangère qu'il n'avait plus parlé depuis longtemps. « Pourquoi tu veux savoir ça ?»« Parce que je veux vous croire. Je veux savoir si c'est vrai. » L'homme étudia longuement le visage de la fillette. Puis, lentement, il se mit à parler. Sa voix, d'ordinaire rauque et basse, prit une clarté surprenante. « Farine T65, la meilleure que tu puisses trouver. Ne jamais lésiner sur la qualité. Eau tiède, pas chaude. La chaleur tue la levure. Une pincée de sel marin, pas raffiné. Et du temps. Il faut laisser le temps à la pâte de respirer, de prendre du caractère. 12 heures de première fermentation, ensuite on rabat, on laisse reposer encore 3 heures. Le four à 240 degrés, avec de la vapeur les 10 premières minutes. La vapeur, c'est le secret de la croûte parfaite. Amélie écrivait frénétiquement, les yeux écarquillés. Ce n'était pas le délire d'un fou, c'était un savoir précis, technique, né d'une vraie expérience. « Comment vous avez tout perdu ?» demanda-t-elle doucement, presque effrayée par la réponse. Le visage de l'homme se ferma comme une porte qui claque. Il détourna le regard et, pendant un instant, Amélie crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix chargée d'une douleur ancienne, il murmura « Le feu. Ça a commencé au milieu de la nuit, pendant que je préparais la première fournée, un court-circuit dans le vieux four dont je refusais de me séparer. Ma boulangerie était au rez-de-chaussée de l'immeuble où j'habitais. En 15 minutes, tout était en flammes. J'ai perdu mon commerce, mon logement, mes économies, et j'ai perdu ma Marie. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Amélie sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle était à l'étage, elle dormait. J'ai essayé de monter, mais les pompiers m'ont retenu. Ils disaient qu'il était trop tard. Et ils avaient raison. Trop tard pour tout. Il cacha son visage dans ses mains qui avaient autrefois créé des pains, nourri tout un quartier, et qui ne pouvaient plus offrir que des gestes vides. Après ça, je n'ai plus réussi à recommencer. Chaque fois que je sentais l'odeur du pain en train de cuire, je voyais les flammes. Chaque fois que je pensais entrer dans une boulangerie, j'entendais ces cris. Alors j'ai abandonné. J'ai tout laissé partir. L'assurance a couvert les dettes, mais il ne restait rien, pas de famille, pas d'amis proches. Marie était tout ce que j'avais. Alors je suis venu dans la rue. Ici, au moins, personne n'attend rien de moi. Personne ne me juge de ne pas avoir su la sauver. Amélie pleurait maintenant à chaudes larmes. Elle s'agenouilla près de lui, sans se soucier du sol mouillé, et posa sa petite main sur la sienne. « Comment vous vous appelez » demanda-t-elle. « Philippe. Philippe Garnier.
Monsieur Garnier, vous êtes toujours boulanger. Même sans four, même sans farine. Ça reste dans vos mains, ça reste dans votre cœur. Ma mère dit toujours que ce qu'on sait faire, on ne peut jamais nous l'enlever. Philippe regarda la fillette comme s'il voyait un ange. Ses larmes coulaient librement à présent, lavant des années de honte et de silence. Amélie rentra chez elle le cœur lourd et en même temps étrangement léger. Elle savait ce qu'il fallait faire, mais pas comment. Comment convaincre son père, homme fier et méfiant, de voir au-delà de l'apparence misérable de Philippe? Comment faire comprendre à Marcel que ce mendiant n'était pas une menace pour les affaires, mais le reflet déformé de ce qu'il aurait pu devenir lui-même si le sort s'était retourné contre lui? Ce soir-là, une fois que Marcel eut fermé la boulangerie et fut monté dîner, Amélie redescendit sans bruit jusqu'à la cuisine professionnelle. L'odeur de levain et de farine flottait encore dans l'air. Elle prit l'un des vieux cahiers de recettes de son grand-père, celui que Marcel conservait comme un trésor, et commença à comparer les notes avec ce que Philippe lui avait raconté. Les recettes étaient presque identiques. De petites variantes, des touches personnelles, mais la base était la même. La philosophie était la même. Philippe n'avait pas menti. Il avait vraiment été un maître dans son art. Élise la trouva là, assise par terre, sur le carrelage froid, entourée de vieux cahiers, les larmes aux yeux. « Amélie, que se passe-t-il, ma petite ?» Et alors, Amélie raconta tout. L'histoire de Philippe, l'incendie, Marie, les recettes, les mains qui se souvenaient même quand le cœur voulait oublier. Élise écouta en silence, s'assit à côté de sa fille et passa un bras autour de ses épaules. « Il a besoin d'aide, maman, il a besoin d'une chance, et papa peut la lui donner. » Élise soupira profondément, levant les yeux vers le plafond comme pour chercher des réponses dans les poutres anciennes de la maison. « Ton père est un homme bon, Amélie, mais il a peur. Peur que s'ouvrir trop au malheur des autres, ce soit ouvrir une porte qu'on ne pourra plus refermer. Il est plus facile de faire semblant de ne pas voir, de se dire que ce n'est pas notre responsabilité. Mais on voit, maman. Moi, je vois. Et je ne peux plus faire semblant de ne pas voir. » Élise serra sa fille très fort et embrassa le sommet de sa tête. À cet instant, elle sut que sa petite fille était en train de grandir, qu'elle apprenait l'une des leçons les plus dures de la vie. Ignorer la souffrance ne la fait pas disparaître, cela ne fait que nous rendre plus petits. « Je vais parler à ton père, promit Élise, mais je ne peux rien garantir. Marcel est têtu comme une vieille mule. » Dehors, la pluie recommença à tomber sur Lyon. Et quelque part, sous un toit précaire de carton, Philippe Garnier rêvait de four chaud et du rire de Marie résonnant sur les murs d'une boulangerie qui n'existait plus, sinon dans sa mémoire et dans les mains qui n'avaient jamais pu oublier. Le vendredi matin arriva avec un froid mordant. Un vent glacial descendait des collines, portant avec lui la promesse d'un hiver précoce. Marcel se leva avant l'aube, comme toujours, pour commencer la première fournée. Ses mains travaillaient la pâte avec la précision d'un rituel sacré, mais son esprit était ailleurs. Élise lui avait parlé la veille au soir. Elle avait raconté l'histoire de Philippe, les détails que leur fille avait découverts, la tragédie qui avait transformé un maître boulanger en mendiant. Marcel avait écouté en silence, la mâchoire serrée, pétrissant la pâte avec plus de force que nécessaire. « Ce n'est pas notre problème, avait-il finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. Marcel, cet homme a tout perdu, tout, exactement ce que tu as construit toute ta vie. Tu ne peux pas imaginer ce que ce serait de perdre cette boulangerie, cette maison, de me perdre moi. » Marcel avait détourné le regard, incapable de soutenir les yeux de sa femme. Bien sûr qu'il pouvait l'imaginer. C'était son cauchemar secret. Celui qui le réveillait parfois au milieu de la nuit, en sueur, vérifiant que le four était bien éteint, que les portes étaient bien fermées. Ce matin-là, en plaçant les pains dans le four, Marcel sentit quelque chose se briser en lui, une résistance qu'il avait maintenue pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Il pensa à son propre père, qui lui avait appris le métier, qui lui avait transmis ses recettes, cette passion. Que dirait-il s'il voyait Marcel ignorer un confrère tombé dans le malheur? À 8 heures précises,
Marcel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il prépara un plateau avec du pain frais, du beurre, de la confiture et un café fumant. Il le couvrit d'un linge propre et sortit de la boulangerie. Amélie, qui arrangeait les croissants dans la vitrine, leva les yeux et vit son père traverser la rue. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle laissa tomber ce qu'elle faisait et courut vers la fenêtre pour observer. Marcel s'approcha de Philippe, qui était assis à sa place habituelle, emmitouflé dans une couverture élimée. L'homme leva les yeux, surpris, presque effrayé. Personne de la boulangerie ne lui avait jamais adressé la parole. « Monsieur Garnier », dit Marcel, sa voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Ma fille dit que vous étiez boulanger. » Philippe hocha la tête lentement, méfiant. « Prouvez-le », dit Marcel en posant le plateau devant lui. « Mangez ça et dites-moi ce que je fais de travers dans mon pain. » Philippe regarda le plateau comme s'il s'agissait d'un piège. Ses mains tremblèrent en prenant le morceau de baguette. Il le rompit, observa la mie, la sentit, puis mordit dedans lentement. Ses yeux se fermèrent. Il mâcha en silence pendant ce qui sembla une éternité. « La mie est parfaite », dit-il finalement, sa voix tremblante. « L'alvéolage est régulier. L'élasticité est bonne. Mais la croûte, vous cuisez à température trop constante. Il faut commencer fort, très fort, avec beaucoup de vapeur. Puis baisser progressivement. Ça donne une croûte qui chante quand on la rompt. Vous entendez? Elle doit chanter. » Marcel sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. C'était exactement ce que son père disait. Le pain doit chanter. « Venez, dit-il brusquement. Venez avec moi. » Philippe se leva difficilement, ses jambes engourdies par le froid et l'immobilité. Il suivit Marcel jusqu'à la boulangerie, marchant comme un homme dans un rêve. Amélie ouvrit la porte toute grande, les yeux brillants d'excitation. Marcel conduisit Philippe jusqu'au laboratoire, la pièce sacrée où naissaient les pains. L'odeur de levure, de farine fraîche, de beurre fondu, envahit les narines de Philippe comme un assaut de souvenirs. Ses genoux faillirent céder. « Montrez-moi, » ordonna Marcel. « Montrez-moi comment vous faisiez votre pain. » Les mains de Philippe tremblèrent quand elles touchèrent la farine. Il ferma les yeux, respirant profondément. Puis, lentement, comme un musicien qui retrouve son instrument après des années de silence, ses mains commencèrent à se mouvoir. Il mesura la farine sans balance, au toucher, au poids dans ses paumes. Il testa la température de l'eau d'un simple effleurement de doigt. Il incorpora le sel avec une précision millimétrique, un geste que seules des années d'expérience peuvent enseigner. Et quand il commença à pétrir, ce ne fut plus un vieil homme brisé qui se tenait là, mais un artiste retrouvant son art. Marcel observait, fasciné malgré lui. Il reconnaissait chaque geste, chaque technique. C'était comme regarder son père travailler ou même son grand-père. Les méthodes anciennes, celles qu'on ne trouve plus dans les livres modernes, celles qui se transmettent de main en main, de génération en génération. Mais alors, quelque chose se produisit. Au moment précis où Philippe devait façonner la pâte pour la première fermentation, ses mains s'immobilisèrent. Son visage devint blanc comme la farine. Son regard se perdit dans le vide et Marcel vit quelque chose de terrible s'y refléter. « Le feu !» murmura Philippe. « Je sens le feu !» Sa respiration devint rapide, saccadée. Ses mains lâchèrent la pâte et agrippèrent le rebord du plan de travail. Tout son corps se mit à trembler. « Marie, Marie, sors de là, non, non, non !» Il reculait maintenant, les yeux révulsés, revivant l'horreur de cette nuit fatale. Marcel tendit la main vers lui, mais Philippe la repoussa violemment. « Ne me touchez pas, je dois la sauver, je dois... » Il trébucha en arrière, heurta un rayonnage. Des moules à pain tombèrent dans un fracas métallique qui résonna comme une explosion. Philippe s'effondra au sol, recroquevillé, les mains sur la tête, sanglotant comme un enfant. « Je n'ai pas pu la sauver, je n'ai pas pu, c'est ma faute, le four, c'était le four, j'aurais dû le faire réparer, j'aurais dû écouter, c'est moi qui l'ai tué, moi !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcel se tenait là, pétrifié, regardant cet homme se décomposer devant lui. Amélie était apparue sur le seuil, les larmes coulant sur ses joues. Élise la prit dans ses bras, cachant son visage contre son épaule. Marcel comprit alors quelque chose de terrible et de magnifique à la fois.
Philippe n'avait pas seulement perdu sa boulangerie et sa femme, il avait perdu sa capacité à exercer son art sans être dévoré par la culpabilité. Chaque fois qu'il touchait de la farine, chaque fois qu'il sentait la chaleur d'un four, il revivait le moment où son métier, sa passion, était devenu l'instrument de sa plus grande tragédie. Offrir du pain imaginaire n'était pas une folie. C'était sa seule façon de rester boulanger sans mourir de douleur. C'était son refuge, son mécanisme de survie. Et Marcel, dans sa tentative bien intentionnée de lui rendre sa dignité, venait de lui arracher cette protection. « Sortez !» dit Philippe d'une voix brisée, sans lever les yeux. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je ne suis plus boulanger. Je ne suis plus rien. » Et dans cet instant de chute absolue, Marcel Rousseau réalisa que sauver quelqu'un ne signifie pas nécessairement le ramener à ce qu'il était avant. Parfois, il faut accepter de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui a été détruit. Marcel resta immobile pendant un long moment, regardant Philippe recroquevillé sur le sol de sa cuisine. Le silence n'était brisé que par les sanglots étouffés de l'homme et le bourdonnement lointain du four. Quelque chose à l'intérieur de Marcel se brisa, pas avec un craquement dramatique, mais avec la douceur de la glace fondant au soleil. Il s'agenouilla lentement à côté de Philippe, ses articulations craquant avec le mouvement. Ses grandes mains, toujours si sûres en manipulant la pâte et la farine, hésitèrent dans l'air avant de se poser doucement sur l'épaule tremblante de l'homme. « Monsieur Garnier, » dit-il, sa voix rauque d'émotion contenue. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. » Philippe ne répondit pas, continuant simplement à se balancer légèrement, les yeux fixés sur quelque horreur invisible. « Il y a 15 ans, » continua Marcel, les mots sortant avec difficulté, comme si chacun devait être arraché d'un endroit profond et douloureux. « Mon père est mort dans cette cuisine, crise cardiaque. Il préparait la pâte pour le pain de Noël, cette recette spéciale que tout le quartier attendait. Il est tombé là, près du four. Quand je l'ai trouvé, il tenait encore une poignée de farine dans sa main. » Amélie laissa échapper un petit cri. Elle n'avait jamais entendu cette histoire. Élise couvrit sa bouche de sa main, surprise de voir son mari enfin parler de cela. « Pendant des mois, » poursuivit Marcel, sa voix de plus en plus basse, « je n'ai pas pu entrer dans cette cuisine sans le voir étendu par terre. Chaque fois que je pétrissais du pain, je sentais que je piétinais sa tombe. Chaque fois que le four s'allumait, je pensais que j'allais mourir aussi, exactement là, au même endroit. Je faisais des cauchemars. Je me réveillais au milieu de la nuit avec des palpitations, convaincu que mon cœur allait s'arrêter. » Philippe leva lentement la tête, ses yeux rouges rencontrant ceux de Marcel. « Élise voulait que je vende tout. Elle disait que ça n'en valait pas la peine, que nous pourrions recommencer ailleurs, faire autre chose, mais je ne pouvais pas, parce qu'abandonner cette cuisine serait abandonner mon père. Ce serait admettre que l'endroit où il m'avait tout appris, où nous avions passé les meilleures heures de notre vie, n'était devenu que le lieu de sa mort. » Marcel respira profondément, les larmes jaillissant enfin de ses yeux. « Alors, un jour, ma fille avait 4 ans. Elle est entrée ici. Elle a tiré une chaise, est montée dessus et a pris de la farine avec ses petites mains. Elle a commencé à faire un énorme désordre, en riant, complètement inconsciente de ma souffrance. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu que la vie continuait. J'ai vu que cet endroit n'appartenait pas seulement à la mort de mon père, mais aussi à l'avenir de ma fille. J'ai vu que je pouvais choisir ce que cette cuisine signifierait. » Philippe ferma les yeux, de nouvelles larmes coulant sur son visage marqué. « Vous n'avez pas tué Marie, monsieur Garnier. Un accident a tué Marie, une fatalité, un moment terrible sur lequel vous n'aviez aucun contrôle. Mais vous vous tuez tous les jours en insistant que votre art, votre don, votre but est coupable. Vous condamnez tout ce qui était beau dans votre vie à cause d'une tragédie. Mais j'aurais dû réparer ce four, murmura Philippe, sa voix brisée. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Marie m'a supplié. Elle a dit qu'elle entendait des craquements étranges, mais j'ai dit que c'était son imagination, que le four allait bien, que nous n'avions pas l'argent pour la réparation.
J'ai choisi mon orgueil et mes économies au lieu de sa sécurité. Et vous pensez qu'en vous auto-punissant, en vivant dans la rue, en renonçant à qui vous êtes, vous allez la ramener. La voix de Marcel était ferme maintenant, presque dure. Vous pensez que Marie vous regarderait aujourd'hui et serait fière, verrait l'homme qu'elle aimait réduit à cela et penserait que c'est ce qu'elle voulait de son sacrifice? Philippe s'étouffa avec un sanglot. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une mort gâchée, une mort stupide. C'était une tragédie, corrigea Marcel. Et la tragédie n'est pas la même chose que la culpabilité. Écoutez, Philippe, je ne vais pas prétendre que je comprends complètement votre douleur. Perdre mon père a été terrible, mais il avait vécu une vie complète. Il avait 68 ans. Vous avez perdu votre femme et vous vous êtes perdu aussi. Mais regardez-vous, encore ici, encore vivant, encore capable de rompre du pain imaginaire et de l'offrir aux gens, même quand vous n'avez rien. Vous savez ce que ça me dit? Philippe leva les yeux, attendant. Ça me dit qu'au fond, très profond, vous croyez encore que vous avez quelque chose à donner au monde, que votre essence de boulanger, d'homme qui nourrit les autres, n'est pas morte dans cet incendie. Vous ne savez simplement plus comment l'exprimer. Élise s'approcha, s'agenouillant également. Sa voix était douce comme du miel tiède. Monsieur Garnier, quand mon fils est né mort, 3 ans avant Amélie, je pensais que je ne pourrais plus jamais être mère. Je pensais que mon corps m'avait trahi, que je ne méritais pas d'avoir des enfants. Il m'a fallu des années pour réessayer. Et quand Amélie est née, je la tenais en tremblant, terrifiée que quelque chose arrive. Mais vous savez ce qu'une sage-femme m'a dit? Philippe la regarda, attendant. Elle a dit « Madame, vous ne pouvez pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver au point d'oublier de vivre ce qui se passe maintenant. Vous avez peur de faire du pain parce que vous l'associez à la perte. Mais, et si, au lieu de cela, vous l'associez à la mémoire, à l'honneur ?» Amélie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se libéra de l'étreinte de sa mère et s'approcha. Elle s'assit par terre à côté de Philippe, ses petites mains trouvant les siennes, marquées et calleuses. « Monsieur Philippe, dit-elle avec le sérieux particulier des enfants quand ils disent des vérités profondes, mon grand-père est mort avant ma naissance. Je ne l'ai jamais connu, mais chaque fois que je mange le pain de mon père, ma mère dit que c'est comme si je goûtais un petit morceau de lui, parce que mon père a appris de lui. Ses mains ont enseigné les mains de papa. Et un jour, les mains de papa enseigneront les miennes. Ainsi, mon grand-père ne meurt jamais vraiment. Il continue à vivre dans le pain. » Philippe regarda la petite fille, et quelque chose dans son visage commença à changer. La rigidité, le désespoir commencèrent à céder la place à quelque chose de différent. Ce n'était pas le bonheur, pas encore, mais c'était une ouverture, une possibilité. « Et Marie ?» murmura-t-il. « Comment continue-t-elle à vivre ?»« Dans vos mains, » répondit Amélie simplement. « Chaque fois que vous offrez du pain, même s'il est invisible, vous faites ce qu'un boulanger fait. Vous nourrissez, vous partagez, vous donnez. Peut-être maintenant vous devez apprendre à le faire vraiment à nouveau, pas de la même façon qu'avant, mais d'une nouvelle façon, une façon qui l'honore, au lieu de pleurer seulement pour elle. » Les larmes de Philippe étaient maintenant différentes, encore douloureuse, mais il y avait en elle une qualité cathartique, comme si quelque chose de toxique était enfin expulsé de son système. Marcel se leva et tendit la main. « Levez-vous, Philippe, pas comme l'homme que vous étiez, pas comme l'homme que vous avez perdu, mais comme l'homme que vous pouvez devenir. J'ai besoin d'aide ici, à la boulangerie. J'ai 40 ans et mon dos se plaint déjà. Vous n'avez pas besoin de travailler avec le four si vous n'êtes pas prêt. Mais vous pouvez préparer les pâtes. Vous pouvez enseigner, vous pouvez rester à l'arrière où c'est sûr, vous pouvez reconstruire lentement à votre rythme. » Philippe regarda la main tendue pendant un long moment. Puis, lentement comme quelqu'un qui teste si le sol va supporter son poids, il la prit. Marcel le tira vers le haut avec force et les deux hommes restèrent là, debout, se regardant l'un l'autre. « Pourquoi ?» demanda Philippe. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Un étranger, un mendiant ?» Marcel sourit pour la première fois, un sourire triste mais authentique. « Parce qu'il y a 15 ans,
Quand je me noyais dans ma propre obscurité, mon voisin, un vieil homme qui avait à peine assez d'argent pour du pain, est entré dans ma boutique tous les jours pendant 6 mois. Il achetait une baguette, me regardait dans les yeux et disait « Votre père serait fier de ce pain, Marcel. » Tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour, j'y crois enfin. Et ça m'a sauvé. Il posa sa main sur l'épaule de Philippe. Je ne fais que transmettre. Élise serra Amélie dans ses bras, toutes deux pleurant silencieusement, et dans cette cuisine pleine de farine et de larmes, quelque chose de miraculeux se produisit. Philippe Garnier, qui pendant 3 ans avait offert du pain invisible dans les rues de Lyon, permit enfin à quelqu'un de lui offrir quelque chose en retour. L'espoir. Et 6 mois passèrent comme une saison changeante sur Lyon. L'hiver céda la place au printemps, et avec lui, quelque chose de nouveau fleurit dans la boulangerie Rousseau. Philippe n'était pas revenu du jour au lendemain. Les premières semaines furent difficiles, presque douloureuses. Marcel lui avait aménagé une petite chambre au-dessus du laboratoire, un espace simple mais propre, avec un lit, une armoire et une fenêtre qui donnaient sur les toits de la ville. Philippe y dormait mal, réveillé par des cauchemars où les flammes dansaient encore. Les premiers jours, il ne pouvait pas travailler plus d'1 heure sans que ses mains se mettent à trembler. Marcel ne le forçait jamais. Il lui donnait des tâches simples. Autrier la farine, nettoyer les ustensiles, préparer les plans de travail. Petit à petit, comme une plante cherchant timidement la lumière après un long hiver, Philippe recommença à toucher la pâte. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments où il dut sortir précipitamment, suffocant, le visage couvert de sueur froide. Il y eut des matins où il ne pouvait pas descendre, paralysé par la peur. Mais il y eut aussi lentement des victoires minuscules. La première fois qu'il pétrit une pâte entière sans s'arrêter. La première fois qu'il façonna un pain et le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. La première fois qu'il sourit en travaillant. Amélie devint son ombre fidèle. Après l'école, elle venait au laboratoire et s'asseyait sur un tabouret, observant Philippe travailler. Elle posait des questions infinies, et Philippe, d'abord réticent, commença à enseigner. Il lui montra comment sentir la température de l'eau sans thermomètre, comment écouter la pâte pour savoir quand elle était prête, comment comprendre le pain, non pas avec la tête, mais avec le cœur. « Le pain est vivant, petite, » disait-il, ses yeux retrouvant leur ancienne lumière. Tu ne le fais pas, tu l'accompagnes. Tu es juste là pour le guider, comme une sage-femme guide un enfant à naître. Marcel observait ces moments avec une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Il voyait son père dans les gestes de Philippe. Il voyait sa fille apprendre non seulement un métier, mais une philosophie de vie. Et il voyait surtout qu'en sauvant Philippe, il s'était sauvé lui-même d'une dureté qui l'aurait lentement transformé en pierre. Un matin d'avril, alors que les cerisiers du parc de la Tête d'Or explosaient en fleurs roses, Philippe fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'incendie. Il alluma le four lui-même. Ses mains tremblèrent sur l'interrupteur. Tout son corps se tendit quand il entendit le gaz s'enflammer, mais il ne recula pas. Il resta là, respirant profondément, les yeux fermés, et quand il les rouvrit, il y avait des larmes, mais aussi quelque chose d'autre. Une acceptation. Un pardon qu'il commençait enfin à s'accorder. Ce jour-là, Philippe cuisit son premier pain en 3 ans. Un simple pain de campagne, rien d'extraordinaire. Mais quand il le sortit du four, quand la croûte dorée chanta en se refroidissant, tout le monde dans la boulangerie s'arrêta. Marcel, Élise, Amélie, même les clients présents, tous restèrent silencieux, témoins d'un moment sacré. Philippe tint le pain contre sa poitrine, les larmes coulant librement sur son visage. « Marie, murmura-t-il, je l'ai fait, mon amour, je l'ai fait. » Amélie s'approcha et prit sa main. « Elle est fière de vous, monsieur Philippe, j'en suis sûr. » À partir de ce jour, quelque chose changea dans la boulangerie Rousseau. Philippe commença à créer ses propres pains, mélangeant les recettes anciennes qu'il se rappelait avec de nouvelles idées. Un pain aux noix et au miel qu'il appelait « le souvenir ». Un pain aux figues et au romarin qu'il nomma « Renaissance ». Chaque pain racontait une histoire, portait un morceau de son voyage à travers l'obscurité vers la lumière.
Les clients remarquèrent le changement. La boulangerie Rousseau, déjà réputée, devint légendaire. Mais ce n'était pas seulement la qualité du pain qui attirait les gens. C'était quelque chose d'intangible, une chaleur, une humanité qui émanait de l'endroit. Ceux qui entraient sentaient qu'ils n'achetaient pas simplement du pain, mais participaient à quelque chose de plus grand, une histoire de chute et de rédemption, une leçon vivante sur la compassion. Un matin de juin, alors que le soleil inondait la rue Mercière de lumière dorée, un jeune homme entra dans la boulangerie. Il était sale, ses vêtements déchirés, son regard perdu. Il ressemblait à ce que Philippe avait été 6 mois auparavant. Philippe, qui arrangeait les pains dans la vitrine, le vit immédiatement. Quelque chose dans son cœur se serra, puis s'ouvrit. Il prit un pain encore chaud, le coupa en 2 et s'approcha du jeune homme. « Bon appétit, mon ami !» dit-il doucement, tendant la moitié du pain. Le jeune homme le regarda, méfiant, puis surpris. « Pourquoi ?» Philippe sourit, ce sourire qui avait désormais retrouvé sa plénitude. « Parce que nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous offre du pain quand nous avons faim. Et parfois, la faim n'est pas seulement dans l'estomac, elle est dans l'âme. » Le jeune homme prit le pain, ses mains tremblantes. Il mordit dedans et ferma les yeux. Et Philippe vit passer sur son visage cette expression qu'il connaissait trop bien. La surprise de découvrir qu'on existe encore pour quelqu'un. Que quelqu'un vous voit, vous reconnaît comme humain. « Reviens demain, » dit Philippe. « Si tu veux, il y a toujours du travail pour quelqu'un qui veut apprendre. » Marcel, qui avait observé la scène depuis le comptoir, hocha la tête en signe d'approbation. Le cercle se fermait. Le pain donné revenait sous forme de pain partagé. Ce soir-là, après la fermeture, la famille Rousseau et Philippe s'assirent ensemble autour de la grande table de la cuisine. Élise avait préparé une soupe épaisse, et Philippe avait cuit un pain spécial en forme de couronne qu'il appela le pain de la famille. Pendant qu'il mangeait, Amélie posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis des mois. « Monsieur Philippe, vous êtes heureux maintenant ?» Philippe posa sa cuillère et regarda la petite fille qui avait changé sa vie simplement en acceptant un geste. Il pensa à Marie, à la boulangerie perdue, aux 3 années dans la rue. Il pensa aux cicatrices qui ne guériraient jamais complètement, aux cauchemars qui le visitaient encore parfois. Puis il pensa à cette table, à ces visages autour de lui, à la farine sous ses ongles, à l'odeur du pain qui maintenant lui apportait la paix au lieu de la douleur. « Je ne sais pas si bonheur est le bon mot, petite, » répondit-il lentement, « mais je suis en paix. J'ai appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, ni même à ce qu'il a perdu. Elle se mesure à ce qu'il choisit de faire avec ce qui lui reste. Pendant 3 ans, tout ce qui me restait était un geste. Maintenant j'ai plus. Mais le geste, lui, il est toujours le plus important. » Il regarda Marcel, puis Élise, puis posa ses yeux sur Amélie. « Vous m'avez appris que la misère ne dit rien sur la valeur d'un être humain, que sous la saleté, sous l'échec, sous la chute la plus profonde, il reste toujours cette étincelle, cette chose qui fait de nous des humains. Pour certains, c'est dans leurs mains qu'ils se souviennent de leur art. Pour d'autres, c'est dans leur capacité à voir cette étincelle chez les autres, même quand le monde ne voit qu'un mendiant. » Amélie se leva et vint enlacer Philippe. « Je suis contente que vous soyez resté, monsieur Philippe. »« Moi aussi, petite, moi aussi. » Marcel leva son verre de vin. « À ceux qui tombent et se relèvent, à ceux qui offrent du pain, visible ou invisible, et à ceux qui ont le courage de l'accepter. » Ils trinquèrent dans la lumière douce de la cuisine, et dehors, Lyon s'endormait paisiblement. Dans les rues où Philippe avait autrefois offert son pain imaginaire, d'autres âmes perdues erraient encore. Mais maintenant, dans une petite boulangerie de la rue Mercière, il y avait une lumière qui ne s'éteignait jamais, une lumière qui disait « Ici, vous êtes vus. Ici, vous avez de la valeur. Ici, il y a toujours du pain pour ceux qui ont faim, et toujours une main tendue pour ceux qui sont tombés. Car c'est ainsi que le monde change. Pas par de grands gestes, mais par ces petits actes de reconnaissance mutuelle. Un pain offert, une main acceptée, une seconde chance donnée, et lentement, patiemment,
Comme une pâte qui lève dans la chaleur douce d'une cuisine, l'humanité se souvient de ce qu'elle est vraiment. Une famille, immense, imparfaite, magnifique, où chacun nourrit l'autre, où chacun offre ce qu'il peut, où personne n'est jamais vraiment perdu, tant qu'il reste quelqu'un pour voir sa lumière sous les cendres. Et cette nuit-là, si vous aviez marché dans les rues de Lyon, si vous aviez écouté attentivement, vous auriez peut-être entendu, porté par le vent printanier, le chant lointain d'une croûte de pain qui refroidit. Ce chant que seuls les boulangers connaissent, ce chant qui dit « la vie continue, l'amour persiste ». Et il y aura toujours, toujours du pain pour demain. Voilà comment un simple geste d'une enfant a transformé la vie d'un homme brisé et rappelé à toute une famille que la valeur humaine ne se mesure jamais à ce qu'on possède, mais à ce qu'on choisit d'offrir au monde. Philippe a retrouvé ses mains, Marcel a retrouvé son humanité et Amélie a appris la plus belle leçon qu'on puisse enseigner. Sous chaque misère se cache une étincelle qui attend juste qu'on la reconnaisse. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour rappeler à quelqu'un aujourd'hui que personne n'est jamais vraiment perdu. Laissez un like si vous croyez encore au pouvoir de la compassion et dites-moi en commentaire, allez-vous regarder différemment la prochaine personne que vous croiserez dans la rue? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui réveillent l'humanité en nous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.